Nous allons poursuivre avec l'un des temps forts de cet après-midi, qui est consacré au rôle de la gouvernance dans la nouvelle démarche de certification. Et pour ce faire, nous accueillons Françoise Béraud, Madame Françoise Béraud, directeur des soins et directeur qualité à l'hôpital Forcy, à la Fondation Cognac-G. Monsieur Yvonique Bézier, coordonnateur médical du pôle médico-technique et qualité au groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Monsieur Éric Bréchet, directeur de la clinique de Tournant. Monsieur Jean-Marc Delizy, adjoint au directeur à la recherche, de l'innovation, des relations avec les usagers et de la qualité à l'établissement public de santé Barthélemy-Durand. Et le docteur Yannick Costa, qui est président de la communauté médicale d'établissement et directeur qualité au Grand Hôpital de l'Est francilien. L'objectif de cette table ronde est de montrer comment le management, la gouvernance d'un établissement, fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins. À travers 5 récits originaux, chaque intervenant va illustrer à sa façon comment la gouvernance impulse une dynamique qualité-sécurité des soins qui soutient les équipes pour un bon résultat au bénéfice des patients. Tout un programme. Madame Françoise Béraud, commençons avec vous. Vous avez souhaité nous rapporter votre expérience sur la déclinaison d'un objectif qui engage la gouvernance dans le cadre de la nouvelle certification. Pourriez-vous nous préciser pourquoi ce choix et qu'est-ce qui l'a motivé au sein de votre établissement ? Alors bonjour à tous. Ce que je propose de partager avec vous, c'est comment la gouvernance de mon établissement s'est saisie de l'objectif de dynamique d'amélioration continue de la qualité du chapitre 3 du référentiel et plus spécialement du critère relatif à l'analyse des événements indésirables. Alors pourquoi ce choix ? Parce que d'une part, le temps est contraint et d'autre part, parce que je voulais rester sur des éléments pratico-pratiques pour l'ensemble des participants. Alors, ce critère précise les missions de la gouvernance, que ce soit la synthèse des analyses, le suivi des plans d'action ce critère précise également ce que l'on attend des équipes de soins. L'analyse, la déclaration, tout d'abord, l'analyse de leurs pratiques au vu de ces événements indésirables et les plans d'action et les suivis. Alors, nous avons tout d'abord mis en place un état des lieux dans notre établissement. Oui, nous avions des déclarations qui venaient du terrain en nombre, pertinentes sur des événements avérés ou même potentiels. Oui, nous avions des analyses de causes profondes, type CREX, RMM, avec des plans d'action qui étaient décidés collectivement parce que les professionnels de santé de terrain y participaient. Et nous avions un suivi de ces plans d'action. Donc la question était plutôt: quelle marge de progression pouvons-nous identifier et comment y associer les professionnels de santé ? Eh bien, en fait, c'est sur le circuit de la FEI que nous avons identifié notre marge de progression. Je vais illustrer ça par un exemple pratico-pratique, puisque je m'y suis engagée. Prenons le cas d'un événement indésirable qui serait lié au processus de prise en charge de la douleur. La déclaration venait du terrain, très bien. Mais ensuite, elle était orientée vers le référent institutionnel de la douleur, en l'occurrence le président du CLUD, qui bien sûr revenait vers le terrain pour consolider la chronologie, identifier causes, conséquences, type de risque. Mais si une analyse des causes profondes était nécessaire, eh bien elle se faisait au niveau du CLUD, où évidemment des professionnels de terrain montaient, allaient participer à ce CLUD. Mais vous voyez, on était déjà là dans une étape qui était transversale, institutionnelle, qui était sortie de l'équipe de soins. Et c'est là-dessus que nous avons voulu travailler pour réintégrer tout le circuit de gestion des événements indésirables au niveau de l'équipe, pour que l'événement indésirable soit vraiment une question d'équipe.
Alors, pour être très précise, il me faut quand même préciser vous indiquer que cette réflexion, nous l'avions eue avant la préparation de la visite de certification. Mais nous étions à l'issue de la seconde vague. La troisième vague s'annonçait dans un établissement qui avait réarmé des lits de réanimation supplémentaires. Et le contexte n'était pas favorable à la mise en place de ce changement lorsque nous avons changé de logiciel de déclaration des événements indésirables. En fait, la préparation de la visite de certification a validé ce choix que nous avions fait et a induit la mise en œuvre de cette décision. Très bien. Et les leviers d'action que vous avez pu identifier pour mettre en œuvre cette démarche ? Oui, il y a eu 2 leviers en particulier. Le premier concernait la modification du workflow de la déclaration sur notre logiciel. Désormais, les destinataires des déclarations, ce sont les encadrants d'unités de soins. Encadrement médical et paramédical, chef de service et cadre de santé. Et c'est à eux que revient la mission de finaliser la chronologie, la faire préciser, identifier causes, conséquences, type d'événements indésirables. Bien sûr, la direction qualité est toujours là en support. Les responsables de thématiques, les experts, notre président du CLUD, par exemple, pour reprendre l'exemple, oui, il est toujours destinataire de la FEI, mais cette fois-ci à titre d'expert. Pour information, parce qu'il a besoin de cette vision macro-transversale sur l'établissement, c'est ça sa mission, à l'échelle de l'établissement. Il peut réintervenir s'il est sollicité, mais vraiment pour sa mission d'expertise. Vous aviez évoqué qu'en équipe, vous aviez initié une réflexion pour mettre en œuvre des modalités de suivi pour ce plan d'action. Vous pourriez nous en faire part ? Oui, alors notre démarche est récente. Elle est de mars-avril 2021. Donc il est trop tôt pour que nous ayons déjà des indicateurs qui permettent de suivre cette évolution. En revanche, les indicateurs ont été identifiés, ils sont partagés avec les équipes. Nous aurons notamment le nombre de CREX, d'EI partagés en équipe, le nombre de CREX menés au niveau des services. Et à ce stade, nous avons eu l'appropriation des cadres de santé sur le logiciel. Parce que le second levier d'action, et il me faut le citer néanmoins, ça a été une communication extrêmement attentive envers les cadres de santé. Il s'agissait vraiment de présenter cette mission, mais de la valoriser en termes de levier de management. Parce que fédérer les équipes, ça se fait effectivement avec le partage, les discussions, l'élaboration d'actions. D'actions qui ont été décidées collectivement. Aujourd'hui, nous avons un retour positif des équipes et surtout des cadres de santé, parce que parler des EI, les partager, c'est parler de la vraie vie, du quotidien des soignants, et donc cela facilite énormément les échanges. Alors qu'on pourrait penser que c'est un sujet très sensible à partager au sein des équipes. Mais on parle de la réalité de leur quotidien et c'est là-dessus qu'on apporte des actions d'amélioration. Et si on apporte des actions d'amélioration au quotidien des soignants, c'est aussi dans la qualité de la prise en charge des patients. Et tous les interlocuteurs l'ont déjà bien signalé, c'est quand même là l'essence même de nos métiers, être auprès des patients. Je vous remercie pour ce retour d'expérience très intéressant et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous retenez de ce retour d'expérience et si vous aviez un ou deux conseils
vis-à-vis des professionnels qui nous regardent, quels seraient-ils ? Alors, le tout premier serait les événements indésirables. Eh bien, c'est une affaire d'équipe. Bien sûr, les experts interviennent toujours, mais la gestion se fait au sein de l'équipe, au niveau de l'entité de base. Et enfin, le deuxième message serait le rôle clé du manager d'équipe. C'est lui qui va faire vivre au quotidien, au plus près du terrain, cette dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Et c'est ça qui va donner du sens au travail en équipe. Je vous remercie. Monsieur Yvonique Béziers, vous avez souhaité nous rapporter votre expérience à l'approche de votre visite de certification. Alors, elle est très proche, c'est en février 2022. Votre établissement est très impliqué dans la gestion de crise sanitaire, par ailleurs, et aussi confronté à de très fortes tensions au plan des ressources humaines. Pourquoi vous lancer dans cette démarche, dans ce contexte ? Bonjour, alors vous avez effectivement raison de poser la question, parce qu'on peut vraiment se la poser. En fait, indépendamment de tout ce que vous venez de raconter, on cumule également d'autres difficultés qui sont que d'une part, on a fusionné avec l'hôpital Marie-Lannelongue il y a maintenant 1 an et demi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mutualise également nos cultures, sécurité et autres, ça c'est le premier point. Et puis on avait des contraintes de date en fait. On avait été certifié il y a 6 ans, il y a eu 2 ans de pandémie derrière, et comme on devait absolument avoir une visite de certification dans les 8 ans, on est un petit peu dos au mur. Donc c'est une visite qui est contrainte. Et en fait, le pari qu'on a fait, qu'on avait déjà fait, c'est de transformer cette contrainte en opportunité. En opportunité de quoi ? Justement, c'est d'avoir une vision objective de notre niveau qualité de par cette visite de certification. Et puis de nous aider d'utiliser cette certification comme un levier pour nous permettre d'harmoniser, standardiser nos pratiques. Alors dites-nous comment, dans ce contexte, vous avez réussi à impulser une dynamique d'établissement et mobiliser les équipes. Alors, pour mobiliser les équipes, il faut déjà les objectifs qui soient clairement définis. Notre premier objectif, il est simple et clair puisqu'il est donné par la direction générale, c'est on vise la certification avec mention. Donc vous voyez un niveau de difficulté très important avec un niveau d'ambition élevé. Mais il est vrai que si on n'a pas ce niveau d'excellence, c'est bien mobiliser les équipes, c'est déjà plus difficile. Donc ça a été le premier levier. Ensuite, M. Jaffre en a parlé, il faut effectivement que la qualité entre dans nos gènes, fasse partie du soin. Et c'est vrai que du coup, on a un énorme travail quand même d'accompagnement encore. C'est-à-dire que la qualité, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas ce qu'on fait en plus du soin, c'est fait partie intégrante du soin. Et donc là, il y a un gros travail d'accompagnement de toutes les cellules qualité. Ça, je pense que c'est un point qui est important. Et puis, tout le monde comprend aujourd'hui que standardiser nos pratiques, c'est important, puisqu'on est en contrainte de personnel, par exemple, on s'aperçoit qu'une infirmière vacataire, d'un service à un autre, si on retrouve les mêmes standards, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc cet accompagnement se fait de façon assez naturelle, d'accord ? Et puis, l'autre point très important, c'est que cette qualité doit être portée par toutes les équipes de chaque service, c'est important, et donc on nous taxe souvent d'observatoire, on dit. On ne comprend pas, la qualité est là pour observer, mais elle ne le fait pas. Et il a fallu pas mal défendre cette idée de dire que la qualité, fatalement, elle est portée par les équipes et que là, on est juste là pour coordonner, pour aider, pour être en support, mais pour ne pas faire à la place d'eux. Et ça, je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Alors, pour faire tout ça, pour mobiliser, on fait comment ? On utilise les visites de conformité indépendamment des visites de certification. On est quand même beaucoup inspecté dans un hôpital. D'accord ? Donc, on va utiliser les inspections. Récemment, on a eu la visite de notre assureur, par exemple. Donc, ça fait partie de points qui sont importants. Et là, ça nous permet d'avoir des points de repère qui sont un petit peu objectifs avec ces experts extérieurs, puisque... En fait, très souvent, quand on se regarde, on s'inquiète beaucoup. On se dit, oh là là, on voit tout ce qui ne va pas. Mais quand on se compare, on se rassure. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième point important, c'est qu'il nous faut un accompagnement de proximité. Alors, nous, on a fait un peu radical. On n'a plus de direction des soins, en fait. Ce sont les coordinatrices paramédicales dans les pôles qui sont directement en lien avec les cadres de proximité et donc avec les équipes soignantes. Donc, on est sur des circuits extrêmement courts, extrêmement réactifs. Et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on a essayé également de démystifier un peu cette qualité, puisque vous le savez sans doute, on utilise tous beaucoup d'indicateurs de suivi. J'en ai parlé avec monsieur tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on avait fait l'état des lieux, on avait à peu près 150, 160 indicateurs de suivi, ce qui est énorme. Et le président de CME précédent me dit, Yvonique, j'y comprends absolument rien. Il nous faut qu'on en choisisse 10 indicateurs. Et c'est 10 indicateurs qu'on va suivre au niveau institutionnel. Le message sera simple et clair pour tout le monde.
Et ces indicateurs sont donc suivis et révisés chaque année. Je ne vais pas vous surprendre beaucoup si je vous dis que sur les 10 indicateurs, il y en a 8 qui sont des indicateurs IFAC, ou proches en tout cas. Mais on a également des indicateurs un peu plus spécifiques, comme par exemple les accidents d'exposition au sang. Et puis enfin, on réalise des audits de service. Et là, ce sont des audits de service qui sont faits par les services eux-mêmes et qui sont des audits croisés. Le service A rencontre le service B. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, également extrêmement riche en termes d'échanges. Donc toutes ces actions-là, quand même, ont conduit, je pense, à beaucoup mobiliser et beaucoup entraîner les équipes dans ces aspects qualité. On parle d'équipe. Vous m'aviez juste, en quelques mots, parlé de la réticence médicale. Si vous pouviez aborder ce sujet qui est quand même, je pense, qui concerne beaucoup des établissements. Dans les équipes médicales, quelques Tout à fait. Alors, difficultés. effectivement, l'un des enjeux importants, c'est également d'embarquer les médecins. Et c'est vrai que c'est peut-être pas toujours naturel. Et on a énormément travaillé sur embarquer les médecins. Et comment on a fait ? On a fait très simple, en fait. On est parti, effectivement, des présidents de CME. Pourquoi ? Ce sont des médecins qui sont élus, par définition, donc choisis par leur pairs. Ça, c'est le premier point qui est important. Et puis, ce sont des médecins qui sont quand même supposés, de par cette mission de président de CME, d'avoir une vision à la fois transversale et également axée qualité, puisque la qualité maintenant est quand même très largement portée par les CME. Et donc on a utilisé ces leaders d'opinion pour emmener les médecins dans la démarche. Et puis à chaque occasion où on peut impliquer un médecin, on le fait. C'est le cas par exemple pour les coordonnateurs des risques associés aux soins. Sur le site Saint-Joseph, c'est le chef de service des urgences, Olivier Ganancia, qui est un de nos leaders d'opinion. Et puis sur le site Marie-Laine Long, c'est également un pneumologue transplanteur, Jérôme Lepavec. Et donc c'est ainsi qu'on arrive aussi à emmener notre communauté médicale. Aujourd'hui, on a énormément d'échanges et ça se passe quand même globalement plutôt bien. On parle d'échanges entre pairs. Entre pairs, exactement, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez pu observer des premiers résultats ou mesurer certains résultats ? Peut-être pas, mais alors, en tout cas observer. Je ne vais certainement pas fanfaronner dans l'ambiance actuelle des hôpitaux pour dire qu'on a fait très très bien. Non, j'ai pas d'indicateur objectif à opposer. En revanche, ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'on utilise bien évidemment tous les indicateurs qui existent et tous les outils qui existent, notamment Calista évidemment, de l'HAS et toutes ces choses-là. J'ai l'impression qu'on ne se situe pas trop mal, mais je n'irai pas au-delà sur ce type de questions un petit peu compliquées quand même aujourd'hui. D'accord. Je fais une petite digression, question que j'avais l'intention de vous poser, mais j'ai entendu parler tout à l'heure des indicateurs IFAC. Alors comment vous reliez l'indicateur, la qualité et puis cet engagement, enfin cette récompense finalement Je pense que c'est très important de lier qualité et argent. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus. Et je pense que c'est parce que justement, on a un haut niveau de qualité qu'on peut être performant. Donc je suis convaincu que les deux sont reliés. Et d'ailleurs, on a mis en place, nous, des comités de gestion qui ont lieu 2 fois par an pour chaque pôle, où on demande à chaque pôle leurs mesures qu'ils vont mettre en place sur le très court terme, avec 2 volets. Un volet effectivement financier, plan de retour à l'équilibre, maintien des objectifs, et un volet qualité. Donc tout est très lié pour nous, et moi je pense qu'effectivement il ne faut pas dissocier les deux. Cet aspect justement de financier impulse la dynamique, enfin contribue à impulser la dynamique. Oui, alors j'ai fait partie des personnes qui étaient un peu contre IFAC au départ, je dois le dire, puisque pour moi la qualité fait partie intégrante de notre travail. Et c'est pas parce qu'on est payé qu'on va faire de la qualité. Mais simplement, on a les outils, on les utilise bien sûr. Merci. Alors, je vais vous poser la même question parce que c'était l'objectif aussi de ces échanges. C'était, au regard de votre expérience, qu'est-ce que vous diriez aux professionnels, les patients qui nous écoutent, sur votre expérience et quels seraient les 2 messages, ou 3, les 2 messages en tout cas, ou conseils que vous laisseriez Les messages ça va pas être très très original. On va tourner effectivement autour des valeurs soignantes. Je pense que c'est important. Nous, on a essayé de capitaliser sur nos forces, sur savoir où est-ce qu'on était bon pour pouvoir avancer par rapport à ça. Et donc, je pense que nous, on a redéfini nos valeurs soignantes qui sont accueil, éthique, professionnalisme et esprit d'équipe. C'est des choses qu'on ressort beaucoup. Donc, je crois que c'est très important. Et donc, par rapport à ces valeurs soignantes, c'est vrai que je vais peut-être vous citer un verbatim qui est important parce que le fait d'entraîner la communauté effectivement dans la qualité. Un jour, on m'a dit au décours d'un couloir, tu sais, la certification, avant on s'en moquait, maintenant on est fier du résultat. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit qu'effectivement c'était quelque chose d'important. Et puis en ce moment, notre directeur fait le tour des réunions de pôle à l'approche de la fin d'année pour donner un message. Et il utilise une citation que j'ai reprise, j'ai pompé, je ne pense pas qu'il m'en veuille. C'est d'Henry Ford qui dit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite ». Et je pense que c'est exactement ce qu'on doit faire.
Merci pour ce beau témoignage également. Monsieur Bréchet, vous avez choisi de nous témoigner d'une démarche qui remonte à 2018. On est dans la précédente version de la certification et pourtant, on parle aujourd'hui de la nouvelle certification. Alors pourquoi vous avez voulu faire ce choix ? Oui, alors, bonjour. J'ai effectivement souhaité vous parler de la démarche QVT, la démarche qualité de vie au travail que nous avons déployée et que nous continuons à déployer au sein de la clinique de Tournant et qui répond effectivement à un des critères de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, donc la nouvelle certification, c'est le critère 3.5.1. Et effectivement, j'ai voulu démontrer, en fait, je souhaiterais démontrer à travers cette intervention que cette certification, la démarche de certification, ne se limite pas en fait au moment de la visite de certification et même au-delà à la préparation de cette visite de certification. Et donc, on vient puiser quelque part pour la préparation de cette visite de certification des éléments qui sont déjà en incubation, qui sont déjà en germe au sein des établissements et que quelque part cette certification nous aide à développer finalement ces axes qui sont déjà préexistants dans l'établissement. Donc, effectivement, la clinique de Tournant, c'est un établissement du centre Seine-et-Marne, à peu près un peu moins de 200 lits, qui propose une offre de soins assez complète, dont une offre de soins en chirurgie. Et on dispose d'un bloc opératoire de 9 salles. Et c'est au sein de ce bloc que notre démarche QVT est née en 2018, sous l'impulsion de la responsable du bloc opératoire. Donc, cette démarche, elle répondait initialement à une problématique de management spécifique au bloc, qui, comme chacun sait, peut être un chaudron, si on peut le désigner ainsi. Donc, d'une part, la volonté de se doter d'outils participatifs pour faire adhérer les salariés du bloc opératoire à une démarche de transformation qui était assez importante à ce moment. Et d'autre part, la volonté de mettre en œuvre une démarche d'amélioration du climat social et de la fidélisation des salariés du bloc par l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis enfin, la volonté de se rendre attractif pour les futurs salariés dans un contexte pénurique en IDE de bloc et en IBOD. Contexte pénurique qui perdure d'ailleurs. Donc cette démarche locale, elle a vécu localement au sein de ce bloc pendant 2 ans. Et puis notre volonté en fait, institutionnelle de la gouvernance, de l'élargir à l'ensemble de l'établissement, on l'a affiché dès 2019, mais on a identifié un certain nombre de freins à cette généralisation à l'époque, qu'on peut rétrospectivement qualifier comme l'absence de pilotage stratégique pour cette démarche, effectivement, et puis une difficulté des autres cadres, des autres membres du CODIR à s'approprier la méthodologie qui avait été déployée en local. Donc voilà. Alors comment vous êtes passé de cette démarche qui est spécifique, c'est une unité, un bloc opératoire, un service, à la généralisation de la démarche au sein de votre établissement? Comment vous avez réussi à mettre en œuvre cette démarche Alors, justement, effectivement, cette démarche qui a vécu de manière autonome sur ce secteur jusqu'en début 2021, finalement, il y a quelque chose d'assez dramatique qui nous a aidés à la déployer sur l'ensemble de l'établissement. C'est ce que j'appellerais le choc post-traumatique, si j'ose dire, de la crise Covid, et notamment de la première vague et la deuxième vague de la crise Covid, puisque notre établissement, comme ça a été dit pour un autre établissement tout à l'heure, effectivement a eu des problématiques RH assez accru à la suite de cette crise Covid, avec un mal-être, on va dire, des salariés qui a été exprimé, y compris dans les instances représentatives. Et nous, donc la gouvernance en fait, de l'établissement, on a cherché des moyens, finalement, d'une part, d'améliorer le climat social et puis de remotiver les équipes à l'issue de cette crise, sachant que la crise, par ailleurs, continuait, comme on le sait tous aujourd'hui. Et donc, cette démarche QVT, eh bien, ça a été un des outils à notre disposition qu'on a déployé pour améliorer les choses sur le plan social et sortir de cette crise. La démarche de certification, quant à elle, effectivement, elle est venue conforter cette dynamique qui avait été impulsée par la gouvernance, mais elle était un levier supplémentaire, on va dire, mais elle n'est pas à l'origine de son déploiement ni de sa généralisation. Alors, si vous permettez rapidement, je vais dire 2 mots sur la démarche, parce que je crois qu'il faut être pratico-pratique, et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. D'abord, c'est une démarche itérative, inspirée de la bonne vieille route d'Heming. C'est une démarche qui se déroule sur plusieurs cycles, des cycles d'à peu près 2 ans par secteur, secteur de soins ou d'activité de la clinique.
C'est une démarche de management participatif, c'est ce qui en fait l'originalité, puisque justement pour généraliser à l'ensemble de l'établissement cette démarche qui avait été impulsée sur un seul secteur, on l'a doté d'un outil de pilotage stratégique qui est un comité de pilotage qui est transversal et pas hiérarchique et qui est constitué d'acteurs de terrain. Et puis on l'a doté aussi d'un pilotage opérationnel qui se déploie lui au sein de chaque unité fonctionnelle à travers le responsable du secteur concerné et qui suit la méthode impulsée et proposée par le comité de pilotage. Alors, 4 grands principes pour cette méthode. C'est une démarche ascendante. C'est une démarche qui part de l'évaluation du ressenti des salariés. C'est une démarche qui demande des solutions au terrain et non pas simplement l'énoncé des problèmes. Et puis, c'est une démarche qui est basée sur la hiérarchisation de ces solutions et ensuite l'établissement de plans d'action. Voilà. Alors, 4 étapes rapidement. Une première étape, c'est le recueil du ressenti des salariés sur les grands aspects de la vie du travail, à travers des items qui ont été déterminés par le comité de pilotage. Donc ça va de la reconnaissance, des relations de travail, l'organisation du temps de travail, jusqu'à l'adéquation avec l'idée que chaque acteur se fait de son rôle, ou bien la justice sociale. On établit à la fin de ce recueil une synthèse graphique pour chacun de nos secteurs. Et puis, on passe à la deuxième étape, qui est le recueil des idées d'amélioration. Donc, chaque salarié est invité à proposer des idées d'amélioration pour son secteur. Et puis, ces idées sont ensuite, troisième étape, hiérarchisées et restituées donc par le responsable du secteur. Elles sont énumérées pour que les employés se reconnaissent et reconnaissent leurs idées d'amélioration. Elles sont ensuite affichées et les salariés sont appelés à voter pour chacune des idées, selon un système de points très simple. On fait ensuite l'addition des points et chaque responsable doit restituer les idées hiérarchisées et les afficher telles quelles. Et enfin, il doit préparer un plan d'action qui ensuite est soumis au comité de pilotage. Voilà. Et puis, quatrième étape, c'est le bilan du cycle pour chaque secteur. Au début de chaque nouvelle itération de la démarche, un bilan des actions menées dans l'unité est effectué par le responsable du secteur et présenté aux salariés, puis on recommence. C'est-à-dire le côté itératif, c'est ça, c'est-à-dire qu'au bout d'à peu près 2 ans, on recommence et on essaye de voir comment cette démarche a pu améliorer le quotidien des salariés. Bon. Et est-ce que les personnels se sentent mieux ? Vraiment ? C'est un peu court, et puis en plus, je pense qu'on sait tous que la période actuelle est un peu complexe pour affirmer de telles choses. Par contre, ce qu'on peut dire en termes de résultats, avec un peu de recul, on n'a pas beaucoup de recul encore, énormément de recul sur la démarche, c'est qu'il y a une assez forte adhésion, effectivement, des salariés, dont ils peuvent observer les premiers résultats concrets. Donc, ce qui est important, effectivement, dans cette démarche, c'est de produire, à travers le déploiement des plans d'action, effectivement, des résultats concrets que chaque salarié puisse s'approprier et ensuite puisse porter le message auprès des autres salariés. Voilà, donc après, l'objectif, c'est évidemment de redonner un sens au travail dans la période de questionnement que nous traversons. Développer un meilleur travail en équipe, et ça c'est pour ça que la HS s'intéresse évidemment à cette démarche de qualité de vie au travail, puisque un meilleur travail en équipe, c'est à terme, on l'espère, une meilleure qualité des soins. Mais évidemment tout ça, c'est du plus long terme, on ne peut pas encore le mesurer. Est-ce que votre méthode permet de repérer les personnels qui sont en souffrance, c'est-à-dire ceux qui, parce que vous parlez beaucoup de l'amélioration, dont vous pouvez l'objectiver, mais qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour aller repérer ceux qui sont les plus... On a mis des complémentaires en place, effectivement, d'écoute du personnel et des salariés et des intervenants en général. Cette méthode, elle n'est pas effectivement un dispositif d'écoute. Le dispositif d'écoute vient en appui et en complément de cette méthode. Cette méthode, elle est vraiment basée sur les idées d'amélioration, sur comment positiver, effectivement, apporter quelque chose à son secteur d'activité. Voilà, c'est complémentaire d'un dispositif d'écoute qui, par ailleurs, existe au sein de la structure. Et ce dispositif d'écoute, si vous pouviez nous en dire 2 mots ? Alors oui, on peut en dire 2 mots. C'est d'abord à travers évidemment le CSE de l'établissement, à travers le déploiement en fait de ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire une visite de la gouvernance en fait dans chaque secteur tous les 2 mois. Ça c'est quelque chose qu'on a mis en place à l'occasion effectivement du même épisode effectivement d'alerte des salariés à la suite de la crise, et donc c'est une écoute directe à travers évidemment les relais que sont le CODIR, le comité des directions de l'établissement, mais aussi en fait une approche plus directe aujourd'hui de la gouvernance qui intervient au sein des secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous ressentez avec ce retour d'expérience, et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil
à nos professionnels? Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour le développement de la qualité de vie au travail. Ces outils sont des outils participatifs. Ils existent dans le monde anglo-saxon et en France à travers un certain nombre de guides. Un guide de la HAS qui est très bien fait sur la QVT. Il y a aussi un petit guide qui s'appelle 10 questions autour de la QVT qui est, je crois, publié par l'ANACT et également la HAS de mémoire. Et ce serait dommage, effectivement, aujourd'hui, dans les circonstances qu'on traverse, de se priver de ces outils. Ils sont simples? Ils sont très simples, oui. Merci. Monsieur Delizy, alors vous avez souhaité nous raconter une histoire très particulière. Elle est celle de Monsieur X, qui est hospitalisé dans un service de psychiatrie. Alors, on va être très attentif à cette histoire et vous allez surtout nous expliquer comment vous reliez cette histoire au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'engagement de la gouvernance dans la nouvelle certification. Merci. Oui, effectivement, je m'aperçois que mon approche est un peu atypique, mais je voudrais vous parler du cas donc, de Monsieur X, hospitalisé sous contrainte dans un service de psychiatrie adulte dans notre établissement. Et Monsieur X, nous l'avons rencontré lors d'un patient traceur. Et il a pu partager avec nous son ressenti lors de sa prise en charge dans notre établissement. Il a évoqué notamment son traitement. Et au début, il avait peine à se lever, à se laver les dents et même à se laver avec une chute de motivation très importante. Il nous a expliqué qu'il en a parlé avec l'équipe et qu'avec le médecin, ils ont ajusté progressivement son traitement à sa plus grande satisfaction et où il a retrouvé une autonomie, une motivation, autant psychique que physique. Il nous a aussi expliqué qu'il avait également apprécié pouvoir garder son téléphone portable et conserver ses effets personnels dans le coffre de sa chambre, sécurisé. Il a aussi abordé, évoqué avec beaucoup de conviction, son projet de sortie. Il nous a expliqué par le détail les rendez-vous qui étaient programmés en CMP avec les assistants sociaux, les délais et toute l'information rassurante qui avait été donnée par l'équipe de soins. Et tout au long de cet entretien, il a tenu à ce que nous transmettions à l'équipe toute sa reconnaissance et sa gratitude. Et vous voyez où je veux en venir pour ceux qui préparent la certification, qui viennent de la passer, la V2020. Déjà, à travers cet entretien, on coche un grand nombre de critères de conformité. Et ça ne sort pas du chapeau. Ce n'est pas une course effrénée à la certification, dans notre cas, mais ça repose bien sur les fondamentaux des services, des équipes de soins, d'écoute, de bienveillance, d'adaptation. Cependant, et c'est là où je veux en venir, dans le cadre de ce retour d'expérience, le lien entre la gouvernance et les usagers, la place centrale de l'usager a vraiment permis de contribuer aux résultats plutôt très positifs suite au passage des experts visiteurs en septembre dernier, que je vous ai décrit à travers ce court témoignage. Donc votre histoire place le patient au cœur de vos préoccupations. Comment vous y prenez en fait au sein de la gouvernance pour impulser cette dynamique au-delà de cette histoire de ce patient traceur, pour généraliser la démarche, et concrètement vous faites comment? Merci Sandrine pour la question. C'est bien de la poser comme ça parce que justement, pour moi, je suis convaincu que la gouvernance a un rôle déterminant dans cette certification et donc plus largement dans la démarche d'amélioration, car c'est ce que j'ai vécu personnellement. L'énergie qui a été mobilisée au quotidien par la directrice générale, par le président de CME, par la directrice des soins, a été un critère déterminant pour la conduite de l'ensemble de nos actions. Et sans cette cohésion, cette confiance, détermination, mais aussi ce savoir oser, vous allez voir pourquoi je dis ça tout à l'heure, rien n'aurait pu être conduit. Et c'est par la gouvernance, dans le cadre de ce retour, que s'est fait l'impulsion, l'arbitrage rapide, la priorisation, le suivi des actions de près, les visites sur le terrain pour engager les professionnels et la valorisation des actions engagées. Et c'est cette énergie qui a permis d'alimenter et de faire fonctionner une structuration assez simple, que je vais vous décrire en quelques mots, sur laquelle en fait on place l'usager au centre de notre dispositif. C'est d'abord on place l'usager au cœur de l'évaluation de tous nos diagnostics, de la création des actions. Et ensuite, l'information qui vient de l'établissement est structurée, puis converge vers la CDU. Et la CDU, notre commission des usagers, est un organe de réflexion essentiel dans l'établissement et élabore notamment
le projet des usagers qui sera intégré dans le projet d'établissement, qui sera découpé en petites actions concrètes, mesurables, suivies en copie de qualité, en présence des usagers. Mais pour aller encore plus loin, comment on intègre les usagers dans notre démarche dès la conception de nos actions? En fait, et là je reviens quelques secondes à Monsieur X, que je citais plus tôt, à travers ce patient traceur, et cette fois-ci, si vous voulez bien, on ne regarde plus Monsieur X, mais on se tourne et on regarde qui est en train de l'interviewer. Et à ce moment-là, vous verrez un médecin ou un infirmier, un qualiticien et un représentant des usagers. Et c'est ça qui est très important pour nous, c'est-à-dire que les usagers, les représentants des usagers sont dorénavant intégrés dans toutes nos méthodes d'évaluation et de diagnostic, que ce soit en patient traceur, en RMM, dans l'analyse de nos événements indésirables, dans la construction de nos outils, de nos audits. Et dans le cas de Monsieur X, il nous faisait part de sa grande satisfaction de l'information qui lui a été transmise. Et ça a été possible notamment grâce à des outils assez simples finalement, mais des checklists, pour s'assurer que toute l'information serait donnée au bon moment. Et dans le cas de Monsieur X, au moment de l'admission, il n'était pas disponible à recevoir, il n'était pas en état de recevoir toute l'information qui était destinée à l'admission. Et ces checklists ont permis de s'assurer que cette information soit donnée. C'est vrai pour Monsieur X, mais c'est vrai pour l'ensemble de nos patients dorénavant. Et on a parlé de l'admission, mais le projet de sortie qu'il a évoqué également. Et là où je veux en venir, c'est que cet outil de checklist, assez simple finalement, mais très très utile, il vient d'un audit que nous avons créé il y a quelques années et qui a été coélaboré, encore une fois, avec les usagers. L'accès aux effets personnels, à la téléphonie, au téléphone portable des patients, vient également de cet audit coélaboré avec les usagers. Donc, et en allant encore au-delà, pour toutes les actions d'innovation, pour tous les nouveaux programmes, éducation thérapeutique, plan de crise conjoint, programme pro-famille, démarche empathie, mais aussi la création de nouvelles structures, espace calme, retrait, une salle d'audience sur un de nos sites d'hospitalisation créé il y a quelques années. Les usagers sont intégrés dès le démarrage de nos actions au plus tôt. Et maintenant que je vous ai dit ça, il est difficile de ne pas évoquer un point sensible qui aurait pu être sensible pour nous. C'est qu'une fois toute cette matière créée avec les usagers, libérée, l'appliquer directement en opposition parfois à la réalité des services de soins serait délétère, serait une contrainte plaquée et incomprise par les professionnels. Donc il est toujours très nécessaire de prendre il a été très important pour nous de prendre le temps de trouver du sens. Et alors, au-delà de la communication institutionnelle, au-delà de l'investissement extraordinaire de nos professionnels au quotidien, dans toutes les démarches que je vous ai citées, sont présents les professionnels de terrain. Mais là où je veux en venir, encore une fois, c'est un autre levier qui, pour nous, est une grande fierté, a été très riche dans cette démarche. Et je vais l'illustrer par une très courte anecdote personnelle, un peu embarrassante. Je me trouve en service de soins avec l'équipe et nous discutons de la traçabilité de l'évaluation de la douleur. Et chez nous, en psychiatrie, l'évaluation de la douleur est faite en continu au quotidien, dès le lever du patient. On l'interroge sur comment allez-vous, est-ce que vous avez mal aujourd'hui, comment ça va. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très récurrent, très régulier. Et en plus, dans cette équipe, la communication interne est très, très bonne. Ce qui fait qu'en fait, cette évaluation de la traçabilité paraît un peu accessoire entre le fait d'aller devoir s'installer derrière un PC, tracer cette information à chaque fois, et le temps perdu au contact du patient, aux côtés du patient. Je n'ai pas emporté du tout l'adhésion de l'équipe et je me suis tu. Et à ce moment-là, la médiatrice santé-père du service présente a pris la parole et elle a raconté une histoire très simple, son histoire d'une prise en charge, d'un suivi d'une situation douloureuse qui avait été suivie régulièrement par une équipe dans une ancienne hospitalisation. Et toute la souffrance que cela avait engendré pour elle. Et un long silence s'en est suivi. Et sans un autre mot, l'équipe en fait a adopté cette traçabilité immédiatement et définitivement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la présence, le choix stratégique d'avoir intégré des médiateurs santé-pairs dans nos services, améliorant toujours encore le lien entre patients et soignants, encore au-delà des missions d'accompagnement du patient, de portage de projets institutionnels à destination des patients, sont pour nous une grande réussite.
et ont largement contribué à avoir les résultats plus qu'honorables de notre certification V2020. Voilà en somme les quelques leviers partiels, mais sur lesquels on voulait insister. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, parce qu'on sent que vous l'incarnez. C'est presque un plaidoyer, j'ai envie de dire, sur, voilà, à partir de l'histoire de ce patient. Mais évidemment, dès l'instant où on évoque le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est le meilleur soin aux patients, forcément, ça met, toute notre énergie et ça la mobilise encore plus fort. Et donc là, vous avez vraiment un exemple qui part du terrain et de la réalité d'un patient pour faire émerger la dynamique au sein d'un établissement et faire bouger les lignes. Donc bravo. Et voilà, on est voilà. Je transmettrai. Je partage avec vous. Moi-même, j'ai un peu d'émotion, forcément, puisque c'est le fil rouge de nous tous ici autour de cette table ronde. Je voudrais que vous terminiez, vous aussi, en fait, parce que bon, vous l'avez largement décrit, que vous puissiez témoigner aux professionnels, aux patients, plutôt, quels seraient les messages que vous souhaiteriez faire passer. Alors, j'aimerais bien que vous donniez ces messages aux deux, aux professionnels et aux patients. Je pense que l'un des premiers messages dans l'axe qu'on a pris, qui me tient à cœur et qui tient à cœur à notre établissement, c'est d'oser intégrer les usagers dès la conception, dès la création de ces actions. Et c'est aussi parce que les usagers ont une disponibilité, c'est de ne pas hésiter à se mobiliser aux côtés des établissements et venir renforcer leur rang dans toutes ces démarches dans lesquelles ils s'engagent aujourd'hui. Et tout ça, toujours en cohérence, en très grande cohérence avec les professionnels de santé sur le terrain. Et peut-être un deuxième message, si j'ai pas assez appuyé dessus, mais le rôle, l'implication de la gouvernance peut être déterminant. Pour nous, il l'a été très clairement. Merci beaucoup. Docteur Costa, vous sortez-vous d'une situation qui a été difficile avec la présente version de la certification, je vous laisserai en parler vous-même, et qui a été combinée à la gestion de la crise sanitaire. Comment vous projetez-vous dans la nouvelle démarche de certification ? Quel est votre moteur ? En plus, vous êtes président de la communauté médicale d'établissement. Alors, avant de vous répondre à cette question, je vais peut-être vous raconter un petit peu effectivement notre histoire, d'où on vient, et effectivement de ces 2 dernières années qui ont été un peu douloureuses. Le GEF, le Grand Hôpital de l'Est francilien, est né de la fusion successive en 2017 et de 2018 des 4 établissements de santé du GHT Nord 77. Et cette fusion s'est accompagnée de démarches qualité qui n'étaient absolument pas synchrones, puisque certains établissements étaient engagés déjà dans la V2014, d'autres sortaient de la V2010, etc. Enfin bon, bref, donc avec une maturité totalement différente de nos équipes. Et donc, nous avons décidé pour autant, pour participer à cette fusion également de la démarche qualité, d'entrer dans une démarche commune, donc V2014 en 2018. Alors bien évidemment, 1 an après la fusion, on n'était absolument pas préparé et la sanction a été terrible. On a évité la non-certification et on a eu un sursis à certification, avec, j'ose même pas le dire, mais bon, plus d'une 50aine de non-conformités, plus de 60 points sensibles, de réserves, 9 obligations d'amélioration, de recommandations. Enfin, bref, c'était la catastrophe totale et l'électrochoc complet. Donc, j'étais déjà président de CME à cette époque-là, et donc nous avons réfléchi à comment rebondir avec mon directeur, et mon directeur a décidé de me confier la direction qualité, gestion des risques. Bon, après un petit temps de réflexion, j'ai accepté de relever ce défi, et je dois dire que je ne le regrette pas, puisque ça a été une expérience excessivement riche pour moi-même. Donc, après 2 ans et demi finalement d'engagement dans cette démarche, malgré les presque 19 mois de crise Covid sanitaire qu'on a tous subi,
nous avons une visite au mois d'octobre et qui se solde avec une seule non-conformité et 2 points sensibles. Alors, on attend bien évidemment de rejoindre le club très fermé des 99%, comme Didier Jaff nous le rappelait, des 99% certifiés en A ou en B. Ça sera plutôt B pour nous, je l'espère. Mais la décision du collège de l'HAS qui devrait arriver au mois de décembre. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, tout simplement, j'allais dire tout simplement, mais en essayant de fédérer effectivement par différentes actions les équipes médicales et les équipes paramédicales. D'abord, une réorganisation de la direction qualité avec des rendez-vous hebdomadaires, ce qu'on appelle chez nous la cellule opérationnelle qualité, et qui toutes les semaines réunit au-delà de la direction qualité, de l'équipe qualité, le président de CME que je suis, le COGRAS, mais également le directeur des soins. Donc il y a vraiment un travail de parfaite synergie entre la direction des soins et la direction qualité. Et puis, une fois par mois, les représentants des usagers. On avait une commission des usagers qui fonctionnait déjà, mais on associe aussi vraiment tous les mois nos représentants des usagers. Un COCAL qui est un comité qualité qui a une représentation large des 12 pôles cliniques et médico-techniques. Et puis, on a nommé, parce qu'il fallait aussi relever le défi des écarts et des obligations d'amélioration, donc on a nommé des pilotes thématiques qui n'étaient pas forcément des membres de l'équipe qualité, donc des pilotes thématiques transversaux pour lever l'ensemble de ces écarts. Un suivi régulier des actions, bien sûr. Et puis, un point important pour nous, c'est que d'emblée, on avait décidé de déconcentrer, alors progressivement, bien sûr, mais déconcentrer la qualité au sein des pôles, faire germer de façon à ce qu'on n'ait pas uniquement une verticalité, mais faire germer à tous les niveaux, effectivement, la qualité. Alors, cette déconcentration a été progressive, c'est-à-dire il y a des pôles qui étaient mûrs. Alors, je pense aux pôles médico-techniques qui, par essence, ont déjà une démarche qualité. Et puis, des pôles cliniques pour lesquels des référents qualité ont été nommés à temps plein, c'est-à-dire les pôles ont dégagé sur leur marge, sur leurs effectifs, effectivement, la nomination de référents qualité. Bon, c'est souvent des cadres ou des infirmières, mais pas que. Et ça... actuellement, je peux dire que nous avons environ 8 sur 12 pôles qui ont une démarche non pas en parfaite autonomie, parce que le but n'est pas de les rendre autonomes, il faut aussi garder une vision institutionnelle de la qualité, mais en tout cas, on est allé vers cette déconcentration. On a mis en place les outils communs, on n'avait rien en commun, la GED n'était pas commune, les EI, les circuits de déclaration des événements indésirables n'étaient pas communes, les cartographies n'étaient pas communes. Donc, tous ces différents outils ont été mis en commun. Et puis, on a impliqué, bien évidemment, d'une part la CICRMT sous la houlette de notre directeur des soins, et puis moi, la CME, et en impliquant effectivement un engagement fort auprès des chefs de service et des chefs de pôle. Alors, cette réussite, si on peut parler de réussite, c'est aussi le fruit d'un changement complet d'état d'esprit. Impulser le travail en équipe. Mais quand je dis équipe, c'est équipe médicale et soignante, c'est-à-dire vraiment faire du médico-soignant à tous les niveaux, aussi au niveau du top management, au niveau des pôles et au niveau des services. Et puis, le changement d'état d'esprit, c'est aussi la gestion bienveillante de la qualité. Pas vivre la qualité comme une contrainte, mais en séparant les bons élèves des mauvais élèves, mais en essayant de la faire vivre comme une amélioration continue, voilà, la roue d'amélioration continue de la qualité. Et on en a vu rapidement les effets, si je prends par exemple la déclaration des événements indésirables, des EI associés aux soins, des EI médicamenteux, des EI graves. En quelques mois, l'état d'esprit a changé. On partait de 0 déclaration de EIG. Et je ne vais pas dire qu'on est les champions franciliens de la déclaration des EIG, mais on fait partie, pour le coup, des bons élèves. L'autonomie progressive des 12 pôles, j'en ai parlé. Et puis également, il faut le dire, le travail en bonne intelligence avec nos institutions. Alors que ce soit la Starax, que ce soit l'ARS 77 avec lesquels on a travaillé aussi, et puis bien évidemment la Haute Autorité de Santé. C'est aussi le fruit d'un travail de collaboratif avec l'ensemble des directions fonctionnelles et en particulier la formation continue, le système d'information et les services techniques. Après, comment on peut aller plus loin dans la V2020 ?
Je pense qu'il faut qu'on continue à former nos managers. Il est important et je suis partisan, moi, d'avoir une formation obligatoire de tous les chefs de service, chefs de pôle, cadres, à la qualité et à la bienveillance. On avait entamé, avant la crise Covid, une démarche de formation par la communication bienveillante, qui a été des temps d'échange entre médecins et cadres et membres des services techniques assez enrichissants. Alors bien évidemment, si on implique que les managers, ça ne suffit pas. Donc c'est là, il faut qu'on réussisse l'implication de l'ensemble des acteurs. Un certain nombre de mes collègues en ont déjà parlé. Et puis développer effectivement la qualité de vie au travail, parce que je pense qu'on progressera sur la qualité si on développe cette QVT. Alors cette QVT, ça suppose d'avoir du personnel suffisant quand même dans nos hôpitaux. Et on souffre actuellement d'absentéisme et de départ de soignants. Et ce qui fait que nos équipes travaillent quasiment en mode dégradé. C'est insuffler le collectif, ça me paraît très très important. C'est faire attention aussi à l'équilibre entre gestion polaire. Nous, on a une déconcentration budgétaire vraiment très avancée au niveau polaire, des marges très intéressantes, mais attention à maintenir absolument le service qui est quand même l'échelon, la cheville ouvrière du fonctionnement des équipes médicales. Et puis enfin, je pense qu'il faut reconnaître le rôle de chacun, tous les acteurs. Et voilà, c'est des petites choses. Parfois, le fait de mettre un badge sur un correspondant en hygiène, sur un correspondant en qualité, donc faire que les acteurs soient reconnus. Je pense enfin que les parcours patients doivent être aussi un de nos moteurs. Les parcours patients, ça va au-delà du parcours hospitalier, puisque finalement le parcours hospitalier du patient n'est qu'un élément de la chaîne, d'où l'importance de travailler dans notre territoire avec l'ensemble des acteurs. Alors les cliniques privées, le DAC, les CPTS, on travaille également avec le Conseil de l'Ordre, et c'est vrai que peut-être qu'on a une originalité récente au niveau de notre département. Sous la houlette de l'ARS, on a mis en place ce qu'on appelle l'Alliance 77, qui permet de regrouper un peu toutes ces structures et de travailler autour de thèmes de façon concrète. On a travaillé par exemple sur la prise en charge des Covid longs. On travaille actuellement effectivement sur la bronchiolite AVRS, et puis on projette de travailler également sur le SAS. Alors je vais rebondir là-dessus parce que oui. le temps passe, et je voulais rebondir sur cette notion de dynamique territoriale dont vous parlez, puisque vous êtes ici 3 acteurs qui représentaient la Seine-et-Marne. Donc on peut concrétiser, vous êtes d'accord pour les propos que vient de dénoncer le docteur Costa sur la dynamique territoriale engagée. Donc la crise sanitaire, si j'ai bien compris, a été malheureusement un moment qui a un peu accéléré les choses. C'est là-dessus que je voulais, vous aviez un message à faire porter, qui est important pour vous. Et qui montre aussi que la gouvernance, elle est dans les murs. Enfin, la dynamique de la gouvernance, elle s'installe dans les murs, mais elle se déplace hors les murs. Et pour vous, ça a une importance en termes de médical. C'est que non seulement cette gouvernance peut le faire, la preuve, la crise sanitaire donc l'a contraint, mais pour vous, ça a une dimension particulière au niveau médical. C'est évident, le parcours patient, on ne peut pas envisager un parcours patient en restant hospitalo-centré, c'est pas possible. Le parcours du patient, c'est bien au-delà de l'hôpital, et c'est le travail effectivement avec tous nos collègues généralistes ou spécialistes du monde libéral. C'est le travail avec les cliniques privées, parce qu'on s'échange aussi des patients, et on l'a vu, M. Bréchet peut en témoigner, la crise sanitaire au niveau de notre territoire, je pense, a été un bel exemple de coopération entre établissements de santé. Mais c'est le travail aussi avec les autres institutions, et je pense qu'on a fait pendant cette crise sanitaire un gros travail avec les CPTS. Voilà. Et puis, le Conseil de l'Ordre des médecins a une place particulière dans le 77, puisqu'il est très engagé dans cette démarche. Bon, je citerai le DAC, mais c'est aussi un de ses objectifs. Voilà, donc il est évident, c'est une évidence pour nous qu'on doit travailler effectivement en dehors de l'hôpital pour ces parcours patients. Et la crise sanitaire a été un formidable révélateur et une opportunité de construire ensemble et de capitaliser sur nos expériences passées.
Voilà, je vais conclure. J'aimerais pouvoir poursuivre cette aventure avec vous, mais voilà, il faut que je passe la main et la parole surtout à l'équipe de la Starac qui va vous suivre. Mais je voudrais conclure en vous remerciant pour ces témoignages extrêmement riches et qui montrent par différents leviers, par ce que vous incarnez, par les différentes postures que vous avez au sein de vos établissements, les différentes fonctions, mais que vous exercez au sein d'une gouvernance. En fait, que voilà, l'implication, c'est le message que vous vouliez qu'on fasse passer, c'est qu'il ne faut pas négliger l'implication de la gouvernance et qu'elle peut toujours s'en saisir à travers une problématique ou une situation de tension ou une situation de crise, et que ça a un effet fédérateur avec des moyens d'agir pour cette gouvernance un peu différents. Monsieur Jaff nous le rappelait, avec un management plus participatif, un management de proximité et un management qui inspire et qui surtout délègue, voilà, et qui prend en compte la vie des patients. Donc la visite de certification, et pour conclure, ce n'est pas le moteur de l'engagement de la gouvernance pour impulser une dynamique qualité-sécurité des soins qui soutient les équipes pour un bon résultat au bénéfice des patients, mais c'est un mouvement qui est circulaire, permanent, continu. Merci.